Deuxième partie de l'Africa Newsroom, Sylvain Ulrich-Obam, docteur en droit public. Malika Cher, notre éditorialiste, sont toujours avec nous. On continue de débattre de la situation au Zimbabwe. Malik, quel scénario à présent pour le Zimbabwe? On sait que Emmerson Mnangagwa est pressenti pour succéder au président Robert Mugabe. Donc Emmerson Mnangagwa, 75 ans, donc un très jeune, pas très jeune non plus, 75 ans quand même. Dès l'indépendance en 1980, le président Robert Mugabe a mis Emmerson Mnangagwa carrément en orbite avec d'importants postes ministériels, la défense, les finances. Et puis enfin, en 2014, il prend la vice-présidence du pays. Emmerson Mnangagwa reste donc quand même quelqu'un du régime. Donc en somme, le parti veut en quelque sorte pérenniser le système, mais sans le président Robert Mugabe. C'est cela? Alors, le successeur, si successeur il y a rapidement de Robert Mugabe, a cette, je dirais, cette responsabilité de pacifier les choses et de ne pas dupliquer ce qui a été fait par le passé. Robert Mugabe a toujours eu un certain pouvoir sur l'armée, sur la police, et donc il le perd un peu ce pouvoir-là. C'est pour ça qu'il a du mal à continuer son énième mandat à la tête du pays. Cette personnalité, M. Mnangagwa, est une personnalité, je pense, choisie pour essayer de contenter tout le monde et pour arriver plus rapidement vers une porte de sortie, je pense. Pourquoi? Parce qu'on essaie aussi de proposer un successeur qui puisse avoir un peu l'onction de Robert Mugabe, même s'il est très facile, je pense, sur le plan constitutionnel, de faire partir Robert Mugabe. Quand même, on essaie d'avoir son onction et de lui permettre finalement de passer le flambeau, même si je pense que c'est très difficile de le faire pour lui. Et on essaie d'avoir une personnalité qui soit intermédiaire et qui contente tout le monde. Si cela se passe comme convenu, et si c'est M. Mnangagwa qui prend la tête de ce pays, le Zimbabwe, il aura fort à faire. Il aura fort à faire parce qu'il aura l'obligation de réformer en profondeur son pays et de réformer le système politique, les institutions pour permettre que la confiance revienne. Je ne sais pas si... Est-ce qu'on peut vraiment parler d'alternance ? Compte tenu du personnage. Alors, je n'aime pas ce mot-là, mais on peut parler de transition, pas d'alternance, de transition. Même si la transition, normalement, c'est un cadre très, très spécifique avec changement, justement, des institutions, de la Constitution, une réforme de la Constitution. C'est peut-être ça qui va être, qui va peut-être se passer au Zimbabwe. Donc, je préfère parler de transition que d'alternance. Parce qu'il est du même parti, parce qu'il a... C'est quand même quelqu'un de brutal, il a quand même mené une répression en 83. Mais justement, est-ce qu'il ne faut pas passer par cette étape-là pour permettre justement d'aller en douceur vers autre chose ? C'est une question que nous avons tous en tête. Il n'est pas évident d'y répondre là tout de suite. Mais c'est, je pense, une personnalité intermédiaire qui pourra contenter tout le monde, mais qui ne fera pas... Je pense, je ne suis pas devin, mais qui ne fera pas long feu à la présidence du Zimbabwe, parce qu'il y a une attente. L'attente est terrible. Et vous avez un corps qui est très important, on en a parlé précédemment, ce sont les anciens résistants, les anciens compagnons de route de Robert Mugabe, qui ont un poids vraiment important dans le pays, parce qu'ils ont un poids moral aussi auprès de la population. Ces gens-là sont très respectés. Et ces personnalités-là qui ont participé à la libération du Zimbabwe, je pense qu'elles auront un avenir politique, un avenir à jouer dans le domaine politique au Zimbabwe. Donc il faudra regarder tous ces paramètres-là. Sylvain. Oui, et je pense d'ailleurs, comme il le disait, les vétérans ont une place importante. Ouais. Et c'est d'ailleurs leur défection déjà en 2016 qui a initié justement comment dirais-je, le périclitement du parti, la ZANU-PF, avec des luttes exacerbées au sein, grâce Mugabe de l'autre côté et Emmerson Mnangagwa de l'autre. Mais concernant cette transition, le mot est bien choisi. Et je trouve ça assez intéressant. On ne peut pas parler ici d'alternance, en tout cas. Mais je dirais, d'une part, c'est un jeu de chaises à la russe, sans la finalité qu'a connue la Russie en 2008. Poutine ne pouvant plus se représenter à la présidence, il passe la main à Dimitri Medvedev, qui devient président et lui Premier ministre. Sauf que ce ne sera pas le cas ici. Mais avec justement la poussée du vice-président Mnangagwa, ça y ressemble. D'accord ? Et d'autre part, ce que je regrette, et c'est encore un autre jeu de ping-pong, c'est Robert Mugabe aujourd'hui est acculé. D'accord ?
ce n'est pas sur son bilan économique, même s'il est moyennement désastreux, c'est plutôt sur sa gestion politique interne. Alors, est-ce que le vice-président qui viendra au pouvoir fera mieux? On nous dira, laissons l'avenir en juger. Bien, mais toutefois, il faut quand même recentrer les choses. Qu'est-ce qui amène à cette crise aujourd'hui? Mais c'est justement, comme je disais tout à l'heure, Mme Grace Mugabe, qui est une dame respectable, mais a conduit à la chute de son époux et du régime. C'est justement parce que Emerson Mnangagwa, qui était pressenti pour être président de la République, a été limogé. Et par la suite, l'épouse du président Mugabe a été présentée pour occuper le poste de vice-présidence. Et elle a même demandé publiquement à ces derniers de lui céder la présidence de la République. C'était l'élément déclencheur, c'est l'éviction d'Emerson Mnangagwa. Bien sûr, bien sûr. Et je pense qu'elles n'ont pas mesuré les conséquences désastreuses que ça allait avoir sur la gestion politique du pays. Et je pense que c'est un cas de science politique à méditer pour l'avenir. Un dernier mot quand même sur l'armée qui, depuis le départ, a joué un petit peu sur la sémantique, niant qu'il s'agissait d'un coup d'État. En tout cas, s'il ne s'agissait pas d'un coup d'État, le procédé il ressemble beaucoup. Alors, s'il ne s'agit pas d'un coup d'État, en tout cas, il s'agit d'un coup d'État, d'un coup de force, d'un genre nouveau, jouant sur la légalité, ou tout du moins sur un vernis de légalité. Et c'est vrai que depuis le départ, depuis 5 jours maintenant, rien n'a porté atteinte à la Constitution finalement. Donc là, est-ce qu'on peut parler d'une stratégie bien huilée quand même de la part de l'armée du Zimbabwe? Si ça reste en l'état et que par la suite il y a justement une procédure de révocation et de destitution politique, c'est bien joué dans le sens où l'armée a essayé de montrer des muscles sans véritablement agir et déposer Robert Mugabe. On peut dire que l'armée tente de pousser vers la sortie Mugabe, mais vous avez raison de le noter que c'est fait d'une façon très maligne, c'est très stratégique. pointu quand même. Exactement. Et je pense que, vous parlez de Grace Mugabe, cette tentation dynastique a fait qu'il y a eu finalement une prise de conscience au sein de l'armée qu'il n'était pas possible de continuer comme ça. Et je pense que le rôle de l'armée est déterminant. Nous avons toujours dit, et moi précisément j'ai toujours été contre l'intervention de l'armée dans les affaires politique. L'armée doit être cantonnée à ses missions et ne pas rentrer dans le jeu de la politique, sinon on va rééditer certains schémas qu'on a bien connus en Afrique et qui a donné malheureusement des drames et des catastrophes au cours de ces dernières décennies. Mais là, on a une armée qui est, je dirais, pour l'instant, responsable, qui n'entre pas dans le jeu politique, mais qui fait bien comprendre qu'il est temps d'évoluer. Vous savez, il y a eu beaucoup de militaires qui ont changé beaucoup de choses aussi. Il faut être un peu positif. Il y a des militaires dans les pays africains qui ont réussi à changer des situations pour les améliorer d'ailleurs. Mais en général, il vaut mieux avoir cette limite entre armée et politique. Sylvain, on est carrément sorti du coup d'État classique. Oui, je pense que l'armée a toujours été réputée comme étant stratégique. Et je pense que là, ils ont bien joué le coup, seulement sur les limites de la légalité. Et je pense aussi que le Zimbabwe est membre de l'Union africaine. L'Union africaine condamne fermement aujourd'hui les coups d'État, donc les prises de pouvoir en dehors des normes constitutionnellement prévues. La SADC doit aussi en prévoir ces dispositions. Et je pense que là, ils ont évité quelque chose qui aurait pu être dramatique, parce que le Zimbabwe est quand même connu pour avoir déjà par le passé eu des menaces, des guerres, des pertes en vies humaines. Et j'ai terminé par une autre métaphore, cette fois-ci culinaire, mais j'espère que vous n'arriverez pas. Aujourd'hui, le président Mugabe et les présidents africains en général, c'est une métaphore que j'emprunte à l'artiste célèbre camerounaise Renis. Les condiments dans la sauce. Il faut que les présidents africains cessent de vouloir mettre les peuples africains dans la sauce en voulant confisquer le pouvoir. Et je pense que là, ce qui se passe avec Mugabe, c'est que Grace Mugabe a voulu se prendre au pouvoir, et là, ce sont eux qui resteront d'être mangés dans la sauce. Alors, ce jeu stratégique de la part de l'armée, quelle portée au niveau du continent ?
au niveau du continent, je pense que, comme Malik le disait tout à l'heure, l'armée a aussi vocation à bien gérer les choses lorsqu'il prend le pouvoir. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi une armée qui va peut-être devenir exemplaire, qui n'a pas forcément voulu une effusion de sang, une prise de pouvoir forcée, justement pour dégager, si je peux m'exprimer ainsi, le vieux. Hein. Et je pense que c'est assez exemplaire de le noter, si l'objectif est de prévoir un Zimbabwe nouveau, économiquement, socialement et politiquement. Je pense là que c'est un exemple à suivre. Et cette stratégie, ça peut effrayer certains régimes du continent africain ? Je ne sais pas. On avait eu le cas de Blaise Compaoré. On a vu que finalement, ça n'a pas forcément suscité une vague. Je n'aime pas la théorie des dominos. Je déteste ça parce que chaque pays est spécifique, chaque régime est spécifique, chaque population est spécifique. Donc commencer à projeter des théories, mais ce qui est sûr, c'est que ça servira, j'espère, encore d'exemple pour d'autres personnes, d'autres responsables qui voudraient continuer encore et encore à se projeter dans un pouvoir personnel à vie. On continue de débattre de l'actualité africaine, tout de suite le grand angle. Il n'y a pas d'enfants. L'agriculture kenyane est en quête de diversification. Le thé, le café restent les produits d'exportation dominants pour ce pays d'Afrique de l'Est. Mais les autorités, profitant d'une conjoncture plus favorable, se tournent de plus en plus, vous allez le voir, vers l'exportation de noix de macadamia. Corinne Kandem. L'agriculture est le secteur dominant de l'économie kenyane avec 26% de la production intérieure brute du pays. Le thé et le café restent les principaux produits d'exportation du secteur. Mais des agriculteurs se tournent aujourd'hui vers la culture du macadamia, nouvel or vert dont les rendements sont plus élevés avec une forte demande de cette noix à l'étranger. Pour un arbre comme celui-ci, par exemple, c'est à la 6e année que j'ai commencé à en récolter les noix. Cette année, comme vous pouvez le voir, j'attends une récolte d'environ 10 kilos. La quantité continue d'augmenter au moment où l'arbre aura environ 10 ans. Je pourrai en récolter environ 40 kilos de noix. Et à partir de la 12e année, cet arbre peut vous donner plus de 50 kilos tout au long de l'année. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, le Kenya est le plus gros producteur de macadamia en Afrique de l'Est. Avec des agriculteurs formés à la culture, le macadamia pourrait devenir l'un des produits les plus exportés du Kenya, après le thé et le café, toujours en tête. 32% de la production intérieure brute du Kenya en 2017 émane du secteur de l'agriculture. Nous encourageons les agriculteurs à diversifier leur production en passant des céréales à l'horticulture et nous mettons l'accent sur les cultures à forte valeur ajoutée et sur les cultures qui prennent moins de temps pour mûrir. Donc de cette façon, ils sont en mesure d'obtenir plus de valeur pour leur investissement, en particulier dans l'horticulture. Le Kenya dispose du climat propice pour la culture du macadamia, noix que le pays exporte en Europe, aux États-Unis, au Japon et également en Chine. Les autorités entendent mettre tout en œuvre pour optimiser la culture de cet or vert, dont le plan se vend à 3 $ pièce. Malik, le macadamia, c'est une filière stratégique aujourd'hui pour les exportations du Kenya, dont je rappelle repose en grande partie encore sur le café ou encore le thé. Oui, c'est stratégique parce que ça part d'un principe, celui de la diversification. Donc c'est une bonne chose pour permettre au Kenya justement d'accentuer la valeur ajoutée à l'exportation et notamment de produits agricoles. Néanmoins, j'ai un petit bémol. Il faut faire attention parce que c'est très bien de se projeter dans une filière qui peut marcher, d'autant plus la consommation de la macadamia augmente. C'est une tendance qui augmente en Europe et dans les pays en Amérique. Donc cette tendance-là fait qu'il y a une demande croissante de ce produit sur le marché international. Alors bien évidemment, chaque produit est, je dirais, soumis à des aléas. Le prix de la macadamia va peut-être évoluer positivement, comme il peut régresser. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi d'autres acteurs, d'autres pays producteurs. L'Australie en est un important, l'Afrique du Sud en Afrique. Absolument. Il y a le Malawi également. Le Malawi et la Nouvelle-Zélande en Océanie. Et la Chine surtout, qui est un gros producteur de macadamia. Donc le Kenya n'est pas seul sur cette filière. Néanmoins,
pour éviter justement de subir les contre-coups des gros cylindrés, entre guillemets, à l'exportation. Il faudrait miser, je pense, sur la transformation de la macadamia, parce que vous savez que c'est un produit que l'on peut utiliser dans des produits de cosmétiques, et Dieu sait que la cosmétique en général, fait recette au sein de la classe moyenne africaine. Il y a des marchés émergents, donc pourquoi pas évoluer dans ce domaine-là. Sylvain. Oui, je pense que je rejoins Malik sur ce point, notamment de la diversification, justement de la production. Vous l'avez rappelé, pourquoi le macadamia aujourd'hui, alors que le Kenya est réputé comme étant un pays producteur de thé? Le thé arrive au Kenya en 1903, la commercialisation débute en 1924. Aujourd'hui, le Kenya est en peloton de tête, 3e mondial, derrière l'Inde, mais devant le Sri Lanka, l'Inde, le Brésil. Donc, et qui produisent environ 320 000 tonnes par an de thé. Et c'est très important. Le café, par ailleurs, le café a connu une baisse, parce que de 87 à 2003, on peut compter environ une perdition, parce qu'en 87, on était à 130 000 tonnes. Aujourd'hui, nous sommes à 56 000. Et le gouvernement kenyan prévoit pour 2017 d'atteindre 60 000 tonnes de café. Tout ça parce qu'il y a eu une concurrence mondiale qui entre en compte. Donc, c'est aussi stratégique. Et je pense que réfléchir de manière stratégique, c'est que lorsqu'un marché est saturé, ou bien du moins lorsqu'on en perd des parts de marché, parce que sur le plan international, le Kenya en a perdu beaucoup. Et sur le plan national aussi, il y a eu une réduction drastique de la production. Le Kenya touche maintenant proche de la Tanzanie en termes de production sur le café. Et je pense que c'était important, justement, de voir une autre culture qui pourrait permettre, justement, d'augmenter la croissance et d'avoir de nouvelles débouchés. Mais, bien entendu, il y a des bémols. Alors, il y a des bémols. On estime que un peu plus de 10 000 agriculteurs kenyans se sont lancés dans la culture de macadamia comme culture de rente, principalement pour le marché de l'exportation. 10 000, c'est quand même très peu. Donc là, on voit encore que le café reste la production vraiment principale. Oui, bien sûr, bien sûr. Le café reste encore la production principale. Parce que le Kenya, avec son café arabica, qui est de très très bonne qualité, il faut pas l'oublier. Mais néanmoins, la production de noix de macadamia, il y a une différence aussi entre les noix décortiquées et non décortiquées. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a 10 000, mais c'est pour ça qu'il faut demander d'efforts de financement aussi des gouvernements pour cette production-là, pour qu'elle puisse monter en puissance. Parce que la demande, comme on le rappelait précédemment, la demande est vraiment plus supérieure à l'offre. Et il y a eu une hausse des prix, notamment du macadamia kenyan, de 7 centimes à 23 centimes en 2012, et le kilo. Aujourd'hui, le kilo est passé à 1,5 $. Donc, en fait, c'est prémonitoire quand même d'une production qui a de l'avenir. Sauf que, comme on le dit, il y a le problème de financement. Il ne faut pas non plus oublier que le macadamia est une production saisonnière. Donc les aléas, c'est un aléa économique saisonnier. Et les négociants, parce qu'aujourd'hui, ça se produit en Afrique, mais ça se vend sur le marché. Et ceux qui dictent les prix ne sont pas nécessairement aujourd'hui les producteurs. Merci beaucoup, messieurs. On va marquer une courte pause. Restez avec nous, à tout de suite.